Chapitre 3. Le canari. Le canari avait manqué à sa promesse ce lundi midi. Instinctivement, Gninzé bondit sur son téléphone pour appeler Glocko, qui, contrairement à son habitude, ne décrocha pas son téléphone. Cette réaction inhabituelle de son interlocuteur en rajouta au stress déjà perceptible chez Gninzé. Plusieurs fois de suite, il insista pour joindre sans succès son confident Glocko. La montée fulgurante de l'adrénaline manqua de lui donner un accident vasculaire cérébral communément appelé AVC. Tremblant de peur et de stress tout à la fois, il faisait des allées et venues dans son immense jardin, ne sachant plus à quel saint se vouer. Toute sa vie défila devant lui en un clin d'œil, des pires aux meilleurs moments. Un regret des plus indicibles traversa son être déjà assommé par une amère réalité de la précarité absolue de la vie de l'être humain. Le richissime trentenaire était au bord de la folie, si rien n'était fait dans les minutes qui suivraient pour calmer ses nerfs. Glocko lui avait formellement interdit de lui rendre visite sans son accord préalable. Un jour, Gninzé s'entêta pour contrevenir à cet interdit, et sa voiture fit une sortie de route, d'où il sortit vivant, il ne sut par quelle magie. Il vit debout auprès de lui Glocko, qui lui dit ceci sur un ton péremptoire. « Cher ami Gninzé, ceci est un avertissement de notre part et tu n'en auras plus un autre si tu t'entêtais encore à contrevenir à nos prescriptions. » Aussitôt la menace prononcée, Glocko disparut ainsi qu'il était apparu et laissa songeur, interloqué, hébété et mort de trouille, le têtu Gninzé. C'est justement cet interdit qui mit Gninzé dans l'état de panique où il se trouvait quand il ne put joindre Glocko alors qu'il avait urgemment besoin de lui. Gninzé était de nature très impatient. Quand il voulait une chose, c'était maintenant et tout de suite. Il finit par s'engouffrer dans sa chambre et, comme à son habitude et en pareille circonstance, il ouvrit le paquet noir en forme de cube qui mesurait 10 cm3 de volume et qui contenait de la cocaïne, substance nécessaire en pareille circonstance pour calmer ses nerfs. Faible d'esprit au superlatif absolu, Gninzé, cet avide du luxe insolent et de la vie facile, avait constamment recours à des substances psychotropes dont sa préférée était la cocaïne. Assis à même le sol et adossé à son lit, il en sniffa une bonne quantité, secoua frénétiquement la tête de gauche à droite et de haut en bas, puis plana, survola douillettement du monde hypnique pour atterrir dans le monde onirique sans transition aucune. Il semblait avoir trouvé la paix, cette paix factice qui, une fois passée, nous remettait brutalement en face de la sordide et implacable réalité des difficultés inhérentes à notre existence. Un homme, un vrai, ne doit-il pas affronter courageusement les difficultés? Gninzé sursauta, quand son téléphone sonna et bondit le récupérer. Il sourit de joie quand il vit que le numéro de téléphone qui essayait de le joindre était celui de l'énigmatique Glocko. Il décrocha en toute hâte, en se disant dans son fort intérieur « Ouf, je suis sauvé, mais il va m'entendre ce vieux fou de Glocko pour m'avoir donné une telle frayeur. » Ses rêveries s'arrêtèrent net, lorsqu'au bout du fil, il entendit une voix autre que celle de Glocko. À quoi Glocko jouait-il, lui, qui défendait strictement qu'un autre que lui décrochât son téléphone, se demandait Gninzé. La conversation continua à l'autre bout du fil. « À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je suis Gninzé et je voulais parler de toute urgence à Glocko, mon vieil ami. Je suis Tcholeka, le chargé de mission de Glocko. Désolé, mais Glocko, votre ami, ne pourra pas vous parler. »« Comment cela, cher ami protocole? Je dois impérativement lui parler et de toute urgence, s'il vous plaît. C'est une question de vie ou de mort. »« Je ne suis pas sûr que vous compreniez parfaitement, monsieur. Vous ne pouvez lui parler ni maintenant ni après. Vous aurez ma mort sur votre conscience, » coupa le fragile Gninzé, avec une colère noire que laissait transparaître son ton. « Monsieur Gninzé » repartit calmement mais fermement Tcholeka, la voix enrouée par une douleur perceptible. « Glocko nous a quittés ce vendredi matin à l'aube. » Gninzé n'attendit pas d'avoir d'autres informations sur les circonstances du décès de son ami, à qui il avait conféré toute puissance, au point de le déifier et de le considérer comme immortel. Il jeta son téléphone par terre et se prit la tête entre les mains. Hélas, tout homme, quels que soient les pouvoirs kabbalistiques dont il dispose, est appelé à goûter à la mort bon gré, mal gré, à un moment précis, préétabli. Gninzé comprit soudain pourquoi son canari n'avait pas répondu à l'appel en produisant chaque jour à midi la forte somme d'argent qu'il devait récupérer comme d'habitude. Il savait que la fin de Glocko sonnait la sienne également. Glocko avait remis à Gninzé le fameux canari, il y a de cela 5 ans,
Et voici les circonstances dans lesquelles il en avait été le propriétaire. Gninze avait quitté Biazoville à 14 ans pour parcourir la sous-région comme colporteur. Malgré ses efforts herculéens, il demeurait toujours un piètre négociant aux ambitions démesurées. Lors de ses nombreux voyages hors des frontières de Biazoville, il rencontra un homme qui fut son hôte de 3 semaines et qui se trouvait être un tradipraticien de renom au fait des secrets des sciences ancestrales multiséculaires. Cet homme affable et humble, à la grande et forte stature, n'était autre que Gloko Mander, qui finit par adopter Gninze comme son propre fils à cause de son courage apparent. Cependant, il avait demandé à Gninze de l'appeler affectueusement « mon ami ». En vérité, cette rencontre, loin d'être un heureux hasard, avait été suscitée, planifiée, souhaitée et enfin provoquée par Gninze qui avait fait d'énormes recherches sur la façon de devenir opulent sans fournir aucun effort. Tous ces voyages étaient en vérité plus motivés par cette quête de prospérité que par le commerce qui n'était qu'un manteau destiné à couvrir ses réelles intentions. Il avait mené moult enquêtes et recherches. Un nom revenait de façon récurrente, Gloko Mander, le grand sorcier aux prouesses compté par ses contemporains depuis les rives du fleuve Bada jusqu'aux forêts denses de Agnopé, en passant par les savanes herbeuses de Gbona. Sa réputation l'avait précédé dans les contrées les plus lointaines, vu que plusieurs personnes dans ce domaine se prévalaient de compétences mystiques dont les prestations ne donnaient jamais les résultats escomptés, abusant ainsi de la naïveté des pauvres gens. Ces mystificateurs recevaient leurs supposés clients et leur demandaient de n'informer personne du processus enclenché, vu que selon eux, les esprits susceptibles de leur offrir le bonheur espéré leur exigeaient discrétion totale et patience absolue. En outre, les naïves victimes ne devaient jamais se mettre en colère ni se décourager. Pris ainsi dans un infernal engrenage budgétivore et à la merci de leurs bourreaux, ils exécutaient tous les sacrifices censés leur apporter le bonheur qu'ils n'auront jamais. Et quand il arrivait cependant, quelques rares fois, que certains se fussent rendus compte de leur supercherie, les dangereux escrocs menaçaient de jeter des sorts à ces derniers par le biais de leur génie. Les pauvres victimes finissaient par se raviser et rester muettes, se remettant à Dieu. De notoriété publique, Gloko était l'opposé de cette race de thaumaturges. Il avait un sens très élevé de l'honneur. Après consultation, il informait ses clients dont il n'était pas sûr de trouver solution au problème afin qu'ils orientassent ailleurs leurs recherches. Il arrivait qu'il les mutât même chez certains de ses homologues censés trouver solution à leurs préoccupations. Gninze avait fini par rencontrer Gloko quand il eut fêté ses 20 ans. Il profitait de son séjour pour aider Gloko avec zèle et abnégation dans ses travaux champêtres. Il était à ses petits soins dans le cadre d'autres prestations aussi diverses que nombreuses. Gloko finit par l'adopter comme son propre fils, lui qui n'avait eu que des filles au nombre de 5. En Afrique, la connaissance est basée sur l'oralité et se transmet de génération en génération. Il est récurrent de voir les sachants mourir avec leur immense savoir plutôt que de le transmettre de peur que ces armes redoutables ne se retrouvent entre les mains d'hommes malfaisants qui l'utiliseraient pour ne semer que ruine et désolation. Selon eux, donner une arme atomique à un fou, c'est être un complice actif des destructurions dont il serait l'auteur. Il arrivait cependant des fois où, séduits par le comportement révérencieux et avenant de certaines personnes, ces dépositaires des us et coutumes leur léguaient tout leur pouvoir, même si ces derniers n'étaient pas de la lignée héréditaire. Cela avait été le cas pour Gninze, à qui Gloko était prêt à tout confier avant de rejoindre ses ancêtres, tellement il lui faisait bonne impression par son obséquiosité. En Afrique, les vieilles personnes s'attachent facilement aux plus jeunes, parce que ces dernières leur vouent une déférence inconditionnelle et spontanée. Le respect des aînés est le socle des us et coutumes africains, l'une des valeurs cardinales innégociables qui de loin est préférable aux yeux des aînés africains à tout l'or du monde. Gninze s'étant confié à lui, Gloko lui proposa sans hésiter pour l'aider un complément de prospérité. C'était un paquet fait à base de carapaces de tortue, de peaux de crocodile et de caméléon, à l'intérieur duquel se trouvait un petit talisman et un billet de 1000 francs qu'il ne devait jamais dépenser. Le paquet était censé produire chaque jour de la semaine excepté le vendredi, une coquette somme qui lui permettrait de vivre décemment et éviter la main percée. Main percée, signification, malchance qui fait que l'on ne peut épargner de l'argent sans pour autant savoir ce à quoi a servi le dit argent.
Gninzé avait pu contourner la longue procédure de fabrication de ce qui coûtait les yeux de la tête pour ceux qui venaient de très loin en vue de solliciter l'expertise de Glauco, son extrême politesse lui ayant servi de précieux sésame vers la fortune. Il n'avait qu'à le garder secrètement dans un endroit sécurisé de sa chambre et prononcer chaque soir à la même heure une formule sacrée et, le lendemain matin à la même heure, à sa grande joie, il retirait le montant qu'il trouvait dans le paquet sans toucher le talisman et le billet de 1000 francs. Il devait, pour alimenter son mystérieux guichet automatique, verser du sang de caméléon mélangé à celui d'une tortue sur le talisman et le billet de 1000 francs chaque premier jeudi du mois lunaire à minuit. La vie de Gninzé venait de changer. Il venait de souffler sa 20e bougie. Il vivait très heureux, l'esprit dégagé et le stress de la vie, à des années-lumière de lui. À cet âge, l'on ne peut que faire des folies, surtout lorsqu'on se suffit financièrement. Il n'avait d'autre souci que d'impressionner les jouvencelles à peine sorties de la puberté et dont la chair fraîche s'offre pure, tendre et agréable à la consommation. Lui qui naguère était rejeté par toutes les filles, parce que, n'arrivant même pas à s'acheter une boîte d'allumettes, était, désormais, adulé par la gente féminine qu'il consommait sans modération. Il était si plongé dans sa mondanité que les visites à son bienfaiteur Glauco se raréfiaient pour finalement disparaître. C'est à ce moment qu'il apprendra à ses dépens que l'argent et les biens matériels ne suffisent pas et ne suffiront jamais face aux besoins illimités de l'être humain, cette minuscule et fragile créature éphémère. En effet, ayant convoité et acquis une bicyclette aujourd'hui, demain l'homme convoitera et obtiendra peut-être une automobile. Et une fois l'automobile acquise, il convoitera la dernière série de cette automobile, puis une maison, puis deux, puis plusieurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la mort, imparable et inévitable, se présente à lui sans qu'il n'ait accompli le 1000e au moins de ses rêves. Pauvres mortels que nous sommes, quand la course aux biens éphémères d'ici-bas nous tient en laisse. Ses recettes ne pouvaient plus assouvir ses dépenses de plus en plus nombreuses et onéreuses. Il lui fallait entretenir ses nombreuses maîtresses, en plus de ses dépenses incompressibles, tout en maintenant son niveau de vie élevé. Il se souvint enfin, à la 4e année de sa gloire, d'un certain Glauco, qui avait fait de lui ce qu'il est, et qui pourrait faire encore plus. C'est juste au moment où germait en lui cette folle ambition qu'advint un événement qui allait compromettre sa vie facile et aisée. En effet, épuisé par les efforts physiques fournis pour satisfaire les 7 filles avec lesquelles il s'était enfermé 3 jours durant, il avait oublié de faire le sacrifice du sang de caméléon mélangé à celui de la tortue le premier jeudi du mois lunaire. Il ne s'en rendit compte que 2 jours après, alors qu'il venait de prendre congé de ses dulcinées. Il ne put contenir sa panique quand, ayant voulu retirer de l'argent, il trouva le paquet vide. Il secoua énergétiquement le paquet, mais rien ne tomba au sol. C'est à ce moment qu'il comprit que le talisman et le billet de 1000 francs avaient disparu mystérieusement et que c'était le début de sa fin. Il lui fallait 2 jours de voyage pour arriver chez Glauco. Prenant difficilement son mal en patience, il se promit de quitter Biazoville le matin avant le premier chant des coqs. Il se mit à penser à une ruse en se disant « Je ne dois pas aller voir mon ami Glauco les mains vides, les mains chargées, je pourrais l'amener à être plus compréhensif. En vérité, je lui offrirai le présent avec un cœur sincère. Glauco s'est toujours montré très bon envers moi. D'ailleurs, pourquoi me lamentais-je? Voici l'occasion toute trouvée pour demander plus gros à mon puissant ami. » Il décrocha son téléphone pour hypocritement appeler Glauco, qui lui répondit d'une voix paternelle, comme si de rien n'était. Gninzé lui expliqua ce qui s'était passé et prit rendez-vous avec lui. 2 jours plus tard, Gninzé était chez son ami Glauco, les bras chargés de nombreux présents aussi variés que dispendieux. Glauco le reçut ainsi que ces présents avec l'enthousiasme de quelqu'un ayant vu revenir de guerre sain et sauf, un être très cher. Il est des amitiés si solides, dont même la fraternité ne peut égaler l'intensité. Encore faudrait-il pour qu'elle soit durable, qu'elle soit sincère, réciproque et désintéressée. Il demanda à un de ses disciples de ranger les présents où il rangeait ses nombreux autres présents qui emplissaient un coin de la grande concession. Les présents, Glauco en recevait chaque jour des dizaines de personnes qu'il avait aidées à sortir d'une situation extrêmement difficile et qui venaient lui manifester leur reconnaissance. Il partageait au moins la moitié de ses présents aux nécessiteux et autres mendiants, indigents, veuves et orphelins qui pullulaient les coins et recoins de la ville en quête de leur pitance quotidienne.
S'étant retirés, les deux amis se mirent à discuter. Gninzé expliqua à son ami le mobile de sa venue. Sortant la main de la poche de son long boubou noir, Glauco présenta à son ami ahuri le billet de 1000 francs et le talisman et lui dit « Mon ami, voici ce que tu as perdu pour ne l'avoir pas nourri comme indiqué lorsque je te remettais le paquet. Mais ta négligence te les a fait perdre et tu n'as pas eu droit à ta recette quotidienne. Heureusement que tu es venu à moi le plus vite, sinon une mort lente et atroce t'attendait. Je t'avais cependant mis en garde de ce qui adviendrait si tu ne respectais pas rigoureusement les recommandations. Ce paquet était la chance de ta vie pour faire des réalisations, et toi, tu t'en es servi pour t'engloutir gloutonnement dans une mondanité en te laissant distraire par les femmes. Or, au plan spirituel, rien ne fait rétrograder plus que le sexe, surtout l'impudicité chronique dont tu t'étais fait le digne ambassadeur. Je t'observais depuis toujours, et comme tu ne faisais plus signe de vie, j'ai laissé faire tout en sachant les risques auxquels tu t'exposais. Peut-être est-ce parce que tu as obtenu facilement le paquet que tu te comportais ainsi? Tu as abusé de ma confiance, mais je ne suis pas déçu, et je mets cela sur le compte de la jeunesse. » Ayant écouté religieusement son ami, Gninzé se mit à genoux, se cramponna aux jambes de Glauco et lui demanda pardon pour l'avoir offensé, et surtout déçu de la pire des manières. Glauco lui demanda de se relever et entreprit d'essuyer sur les joues de son jeune ami les larmes qui venaient de couler et lui demanda de finir de les essuyer. Gninzé remercia son ami et reprit « Mon ami, je te promets de ne plus te décevoir. Je te supplie de reconsidérer cet incident et de me donner une toute dernière chance afin que je me rattrape. Qui suis-je pour ne pas pardonner ni donner une autre chance si Dieu le Créateur suprême de toutes choses le fait pour ses créatures? De plus, l'estime que j'ai pour toi est inexplicable parce que pure et vraie. Merci infiniment, mon ami. Merci pour l'ultime opportunité que tu me donnes pour être meilleur et te rendre fier. Par ailleurs, puis-je te soumettre une doléance? Vas-y, je t'écoute, mon ami. Merci de m'écouter et de me prêter encore ton attention. En effet, mon ami, si cela ne te dérange pas, j'ai de très grands projets, et je souhaiterais que tu me donnes plus puissant que le paquet, afin qu'à mon retour, je puisse efficacement atteindre mes objectifs. Soupira Glauco. Y a-t-il un souci, mon ami? N'est-ce pas possible? Bien sûr que si, Gninzé, mais les conditions sont si draconiennes que je me demande si tu pourras les respecter. En plus, on ne peut confectionner le paquet que je t'avais remis qu'une seule fois dans la vie. Jamais 2 fois pour une même personne. Explique-moi tout, s'il te plaît, mon ami, et j'aviserai. Glauco se racla la gorge, l'air grave, le regard neutre, comme si on lui dictait les paroles d'un monde parallèle, mais proche. Puis il se mit à parler. « Écoute-moi très bien et n'interviens que lorsque j'aurai fini de parler. Si tu ne comprends pas une partie de ce que je te dirai tout à l'heure, tu pourras me poser des questions. En effet, il y a un autre remède plus fort que ton paquet. Il s'agit d'un canari d'1 mètre cube de volume. Avec lui, tu seras plus qu'opulent. Ce canari sera rempli chaque lundi de chaque semaine. Le lundi de la première semaine, il sera rempli de la plus grande coupure de billets de banque du pays. Le lundi de la 2e semaine, le canari sera rempli d'or pur. Le lundi de la 3e semaine, il sera rempli de diamants mélangés à d'autres pierres précieuses. Et le lundi suivant, le remplissage reprendra par l'argent, et ainsi de suite. Tu seras seul à le voir quand nous l'installerons chez toi. Pas même tes visiteurs ne pourront le voir, même s'ils s'y approchaient. N'oublie jamais qu'il y a 2 mondes parallèles qui se côtoient. Le monde apparent dans lequel nous sommes, et l'autre monde qui n'est visible que des initiés comme nous. Nous autres médiums sommes la courroie de transmission entre les 2 mondes. La passerelle. Tu étonneras le monde par le pouvoir et la fortune. Cependant, le canari a des contraintes drastiques qu'il faudra respecter scrupuleusement et y veiller comme du lait sur le feu. Glaucomander se racla encore la gorge et parut songeur un moment. Il but une gorgée d'eau fraîche, ouvrit un morceau de cola et commença à le croquer machinalement. Il prit un air si grave qu'on eût dit qu'on venait de lui annoncer sa mort future dans les heures suivantes. L'ambitieux Gninzé songeait déjà à ce gros canari et rêvait à tout ce qu'il pourrait faire avec tout cet argent. Les hommes traîneraient à ses pieds, et il ne traitera qu'avec le sommet. Sans compter tous les avantages liés à la bourgeoisie, il rêvait encore quand la voix fluide, à l'accent mesuré de Glauco, le tira de ses rêveries futiles. Ainsi que je le disais tantôt, une fois le canari acquis, les géniteurs du bénéficiaire mourront de manière ubuesque sans que personne ne comprenne.
Une fois installé dans une cour, le temps imparti pour vivre sur Terre aux bénéficiaires est réduit au tiers. C'est-à-dire, si tu devais vivre 75 ans, tu mourrais à 25 ans. Tu ne devras vivre que pour toi et les hommes en dehors de ta famille. Chaque dimanche, tu devras immoler à partir du 3e mois 10 bœufs noirs, 20 moutons noirs, 30 coqs noirs. Un peu de sang de chaque animal devra être mis dans le canari et servir à en frotter le pourtour. Une partie de ce sang sera ajoutée à ton eau de bain et à toute boisson dont tu t'abreuveras dans la semaine. Tu garderas dans ta cour 3 chevaux blancs avec lesquels tu t'accoupleras. Tu récolteras à l'issue de ta copulation avec les chevaux ta semence dans un récipient que tu garderas au chevet de ton lit. Tu remplaceras immédiatement le cheval, qui d'aventure mourrait par un autre équivalent. Tous les 3 jours au coucher, tu t'enduiras tout le corps avec une partie du contenu du récipient mélangé à du beurre de karité que nous t'offrirons ici. Un bâton que nous te remettrons te servira de canne que tu utiliseras à chacune de tes sorties et qui dormira à tes côtés. En vérité, le bâton renferme l'esprit d'un énorme boa de 26 coudées de long et de 8 coudées de large. 2 jours après le manquement à une seule de ces recommandations, tu verras en guise de premier signe prémonitoire de ta fin lente et atroce, le serpent tel qu'il est dans sa forme originelle. Et une fois que tu reçois les informations que je viens de te donner, tu n'as que 24 heures pour te décider à accepter de faire les rituels, ou jamais. J'ai fini. Gninzé, les yeux rivés au plafond, parut songeur. Il se retrouvait dans un cas du dilemme cornélien évoqué dans le Cide de Pierre Corneille, ou dans le cas de l'homme ayant vu la couvée de l'oiseau calamiteux, décrite dans l'étrange destin de Wangrain par Amadou Hampâté-Bâ. Il n'avait que 24 heures pour prendre une si grave décision lourde par elle-même, et surtout lourde de conséquences. Laisser tomber cette proposition en n'ayant aucune alternative de retrouver son paquet perdu par négligence et redevenir plus pauvre qu'avant? Lui qui était tant respecté et autonome financièrement, ou l'accepter malgré les conditions draconiennes? Comment le verrait-on, lui, qui était si adulé et respecté de tous? Fallait-il vivre avec cette infamie et cette humiliation devant ceux qui naguère étaient ses sujets et valets? Ne meurt-on pas qu'une seule fois? Vit-on quand l'on n'a pas le minimum pour vivre, ou survit-on? Je pense que Glauco doit avoir un moyen pour conjurer le sort, s'il lui arrivait d'enfreindre les règles. Mais mes parents doivent-ils mourir pour que moi je devienne riche, coucher avec des chevaux et utiliser ma semence comme pommade, dormir et me promener avec un serpent? Quelle est ta décision, mon ami Gninzé? Je te prie de me laisser réfléchir jusqu'à demain matin. Je dormirai ici ce soir si tu n'y trouves pas d'inconvénient. Tu sais, ce n'est pas une décision facile. Absolument, mon ami. Alors je demanderai qu'on aménage ta chambre afin que tu puisses passer une excellente nuit. 4 ans venaient de s'écouler, et Gninzé nageait sur l'or à profusion. 4 ans passent si vite quand on est insouciant, et que l'on est riche comme Crésus, parce que tout devient si facile et que l'on arrive à faire tout ce que l'on veut, et dans les meilleurs délais. Il suffit de claquer le doigt, et le désir se réalise, et la volonté s'exécute. Il avait fini par s'habituer à cette vie d'extrême richesse à laquelle il avait toujours rêvé, en se forçant de minimiser les nombreuses contraintes imposées par les rituels. Du haut de ses 24 ans, il croquait la vie sans modération et avait même fini par se découvrir des penchants zoophiles par avidité pour l'argent. La fortune, en effet, amène souvent à chercher son plaisir dans les choses extrêmes, les plaisirs naturels étant devenus banals et ennuyeux parce que très facilement accessibles. L'homme est un être curieux, toujours en quête de ce qu'il n'a pas, et espère en ignorant l'immensité et l'importance de ce qu'il possède déjà. En vérité, pour reconnaître l'immensité de ce que l'on possède, il ne faut pas toujours regarder ceux qui sont devant soi, mais ceux qui sont derrière. En tout état de cause, chacun se trouve à un rang médian dans n'importe quel domaine de la vie, devant quelqu'un et derrière un autre. Comprendre qu'on ne sera jamais ni le premier ni le dernier et se comporter comme tel racérène rend humble et apaise l'âme. Le dimanche précédant le lundi où le canari ne produisit pas, Gninzé avait, comme à l'accoutumée, envoyé son majordome Lanta, homme de confiance, par ailleurs son frère cadet, immoler les bœufs, moutons et poulets. Lanta devait lui envoyer comme d'habitude le sang des bêtes, après avoir partagé la viande. Lanta ne fit immoler que la moitié des bêtes, et vendit le reste à vil prix. À la vérité, Lanta faisait ce manège depuis bientôt 1 mois, parce qu'il estimait être exploité par son maître Gninzé,
qui, malgré son immense fortune, ne l'en faisait pas bénéficier. Dans la vie, pour vivre longtemps, sois bienveillant avec tes employés et collaborateurs. N'ayant pas fait les sacrifices comme il se devait, le canari de Gninze ne produisit pas ce lundi-là, ce qui marqua le début de sa chute inexorable sanctionnée par le décès de Glocomander, son ami, expert du monde invisible. Il était perdu et retourna s'enfermer dans la chambre et se bourra de cocaïne. À son réveil, un immense boa enroulé sur lui-même, menaçant, remplissait la chambre et dégageait une odeur suffocante et une indicible chaleur humainement insupportable. Gninze s'évanouissait, se réveillait un court instant pour ensuite perdre connaissance. Et ainsi de suite. Les membres du personnel, ne voyant pas leur maître sortir depuis 2 jours, vinrent frapper à sa porte en vain. Tous les efforts mis en place pour forcer la porte de la chambre de leur patron furent vains eu égard à l'immensité du serpent qui emplissait la chambre. Ils finirent par casser la porte. L'horreur se présenta à eux sous son visage réel. Un immense boa avec une odeur fétide remplissait la salle qui tenait leur maître Gninze les yeux hagards. Ils prirent leurs jambes à leur cou en l'abandonnant à son triste sort. En effet, tout le corps de Gninze était depuis 2 jours dans le ventre du boa, à l'exception de la tête. Seule partie non ingurgitée par le reptile, en vue de rendre l'agonie lente et douloureuse. Il ne pouvait pas se mouvoir hormis ses yeux qui bougeaient de gauche à droite. Il avait soif et faim sans pouvoir se désaltérer, ni se nourrir. Le boa constricteur attendait patiemment et avec sadisme que se décomposât le reste du corps avalé pour rejeter la tête de Gninze qu'il n'avait pas le droit de manger. Gninze ne put supporter l'épreuve. Il rendit l'âme 2 heures après que le personnel l'eut abandonné. Le gros boa rejeta la tête et disparut mystérieusement comme le canari invisible à l'angle du jardin.